Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 17 au 23 juillet. Pour séduire, les lézards se parfument à la vitamine D. Lorsqu'ils veulent flatter le sens de l'odorat d'autrui, les hommes peuvent user d'eau de toilette, d'aftershave ou de parfum. Les lézards ont une solution bien à eux pour distiller une odeur agréable et attirer les femelles. Ils mangent des vitamines. Des scientifiques du Musée national des sciences naturelles de Madrid se sont penchés sur le cas de ces lézards et se sont alors posé la question suivante. Se pourrait-il que la teneur en vitamine D joue un rôle dans l'attirance des mâles ? Pour y répondre, les deux spécialistes ont pris en charge 20 mâles, dont 10 recevaient de la vitamine D comme complément nutritionnel. Au bout de 2 jours, les sécrétions de ces derniers présentaient une teneur en vitamine 60% plus élevée que celle des animaux témoins. À l'instar des serpents, les lézards utilisent leur langue pour analyser les odeurs qui flottent dans leur environnement. Ainsi, il était connu des scientifiques que les femelles lézards faisaient d'autant plus claquer leur langue qu'une effluve les intéressait et les attirait. À la lueur de ces informations, les résultats obtenus sont sans équivoque. Les femelles gratifiaient les sécrétions des mâles dopés à la vitamine D de 2 fois plus de coups de langue que celles des lézards au régime sec. Se pourrait-il que la vitamine D joue le même rôle chez l'homme ? Cette hypothèse est avancée par certains chercheurs. Alors, à quand une eau de toilette à la vitamine D ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Agame, animal insolite, lézard tropical. Xanadu, une région de Titan géologiquement proche de la Terre. On y trouve des dunes, des rivières, des successions de collines et de vallées, des montagnes et peut-être même des lacs. La région de Titan, baptisée Xanadu, a été balayée par le radar de Cassini et selon les scientifiques de la mission, ses caractéristiques géologiques ressemblent à celles de la Terre. Xanadu est une région approximativement de la taille de l'Australie, révélée pour la première fois en 1994 par le télescope spatial Hubble. Elle était apparue sous la forme d'une tache brillante sur une image infrarouge. La sonde Cassini a tourné son instrument radar vers Xanadu le 30 avril 2006 afin de percer l'épaisse atmosphère orangée de Titan et de photographier la zone. Les images de cette bande de terrain longue de 4500 km laissent apparaître d'ouest en est des dunes sombres, des territoires entrecoupés de rivières, puis des collines, des montagnes et des vallées. Un cratère créé par un astéroïde ou un volcan est visible à l'est et les scientifiques soupçonnent les rivières d'éthane ou de méthane de se déverser dans des lacs. Comme sur la Terre, les vents, les précipitations et les flots semblent façonner la surface. Contrairement aux autres régions de cette lune, Xanadu n'est pas recouverte d'une couche de dépôts organiques. D'après Steve Wall du JPL, c'est probablement de la glace d'eau très poreuse présentant des cavités qui se trouvent dans le sous-sol. La sonde Cassini est repassée près de Titan le 22 juillet dernier. Elle a exploré les régions situées dans les hautes latitudes. Il lui restera encore 28 survols qui permettront sans aucun doute aux scientifiques de percer de mieux en mieux les mystères de Titan, cette lune torturée et tumultueuse de Saturne. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie univers. Vous pouvez aussi visionner la galerie photo de la mission Cassini-Huygens. Futura Science, au cœur de la science. Memory Spot, HP dévoile une puce sans fil révolutionnaire. Le meilleur des deux mondes ? Le constructeur américain HP vient de dévoiler ses Memory Spot, des puces électroniques révolutionnaires de la taille d'un grain de riz, combinant la connectivité du RFID et de large capacité mémoire. Basées sur un circuit CMOS et embarquant une antenne intégrée, ces puces ne sont pas alimentées mais réagissent par induction à un champ magnétique à la manière d'un pass Navigo de la RATP pour échanger des données. Par rapport à une puce RFID, ces mémoires spot atteignent des débits de transfert de 10 mégabits, comparables au Wi-Fi et 10 fois supérieurs au Bluetooth. Malgré leur miniaturisation de millimètres, ces puces sont également capables de stocker jusqu'à 500 kilooctets, 4 mégabits, contre quelques dizaines de kilooctets pour des puces RFID habituelles.
Enregistrements médicaux, biométrie, copie numérique, échange de fichiers audiovisuels, lutte contre la contrefaçon, HP imagine de très nombreuses applications pour ces puces qui pourraient encore accroître l'intérêt des industriels pour lancer des puces RFID. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Puces RFID, mythes et réalités de Big Brother miniaturisé. Une aile qui s'accroche au dos des parachutistes. Les parachutistes de l'armée allemande pourraient être prochainement équipés d'une aile volante hautement performante fabriquée à partir de fibres de carbone combinées à un parachute. Cette aile a une envergure de 2 mètres et se fixe sur le dos du parachutiste et lui permet d'atteindre une vitesse en chute de 200 km/h et de parcourir même à contre-courant une distance de 50 km. Cette aile, à base de fibres de carbone, vient s'ajouter au système de parachute SHAPS, Special High Altitude Parachute System. Le système SHAPS, doté de l'aile volante, permet de parcourir les distances beaucoup plus rapidement. En effet, alors qu'il faut habituellement 45 minutes aux parachutistes pour atteindre leur objectif, il ne leur faut plus que 15 minutes avec le système comportant l'aile. Le système SHAPS permet aux parachutistes de sauter d'une hauteur de l'ordre de 10 km et de transporter avec eux des charges allant jusqu'à 100 kg. Le système peut être adapté à chaque mission à l'aide de différents modules tels que des systèmes de masques à oxygène, d'appareils de navigation ou encore des containers spéciaux pour le transport de marchandises. L'aile permet aux parachutistes de pouvoir ouvrir leur parachute une fois arrivés à l'objectif souhaité et non pas à une grande altitude, ce qui pourrait compromettre la mission des soldats en territoire ennemi. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science. Paire répulsive, nouvel état lié entre deux atomes? Comment faire en sorte que deux objets qui se repoussent s'attirent? Telle est la question à laquelle des physiciens autrichiens ont tenté de répondre en créant de toutes pièces un nouvel état lié entre deux atomes. L'équipe a tout d'abord placé le gaz moléculaire dans la boîte optique, puis séparé les atomes de chaque molécule et enfin obtenu des paires d'atomes dotés de forces répulsives élevées, logées dans les puits de potentiel du pseudocristal. Observation surprenante. Chaque fois que deux atomes de rubidium sont assemblés pour constituer une paire, ils se repoussent mais ont tendance à revenir l'un vers l'autre au creux du puits de potentiel qui abrite le duo. Explication. L'état de la paire répulsive serait stable car l'énergie totale des deux atomes est plus faible lorsqu'ils sont proches que lorsqu'ils sont séparés. La présence des atomes au sein du cristal optique restreint en effet les niveaux d'énergie qu'ils peuvent prendre et une séparation de la paire répulsive ne pourrait se produire que si les atomes entraient dans des niveaux d'énergie interdits par la mécanique quantique. On savait déjà qu'un tel cristal virtuel, créé à partir d'une matrice optique en 3 dimensions, pouvait constituer un extraordinaire laboratoire pour étudier la matière. C'est confirmé. Mais les chercheurs pensent aussi que des atomes placés dans ce type de boîte optique, et surtout leur état d'énergie, pourraient être exploités en microélectronique et pourquoi pas pour un ordinateur quantique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Tsunami, de nouvelles vagues géantes s'abattent sur Java. Le 17 juillet 2006, à 17h07 heure locale, soit 11h07 heure de Paris, un nouveau tsunami a touché l'île indonésienne de Java. Causé par un séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, intervenu quelques minutes plus tôt à 250 km de la côte, il a vu des vagues de 2 mètres de haut abattre des bâtiments et endommager des navires de pêche. Le dernier bilan fait état d'au moins 700 morts. Le système de surveillance des tsunamis mis en place dans l'océan Indien n'était actif que depuis quelques mois et son baptême de l'eau a eu lieu lors de ce séisme. Les capteurs déployés sur le site ont mesuré immédiatement une élévation du niveau de l'océan de 7 cm, indiquant l'imminence d'un nouveau tsunami. Ces données ont été envoyées en temps réel au Pacific Tsunami Warning Center, dont les bases principales sont situées à Hawaï et au Japon, qui les a alors relayées aux autorités de Jakarta. Il est encore trop tôt pour savoir avec quelle efficacité ces dernières ont transmis l'information à la population, mais elles n'avaient que très peu de temps à leur disposition puisque à peine 15 ou 20 minutes plus tard, des vagues de 2 mètres atteignaient déjà les côtes de l'île de Java.
Heureusement, cette catastrophe est sans commune mesure avec celle qui avait touché l'Indonésie le 26 décembre 2004 et avait fait près de 220 000 victimes. Et c'est peut-être la peur d'un nouveau drame de ce type qui, en dépit du faible délai séparant l'alerte de l'arrivée des premières vagues, a sauvé une partie de la population. Les sismologues s'attendent à ce que le prochain séisme de grande ampleur intervienne davantage au nord, mais précisent que, sur toute la zone de subduction indonésienne, le risque demeure élevé. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Qu'est-ce qu'un tsunami ?» Futura Science, au cœur de la science. Les autres faits marquants en bref. Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 juillet, aux alentours de minuit temps universel, le piton de la Fournaise est entré en éruption. Selon l'Observatoire volcanologique de La Réunion, cette dernière serait intervenue au sommet du volcan, au niveau du cratère Bory. Et puis, suite aux différents problèmes rencontrés par Starsem pour le lancement de Mitop, le lancement est suspendu. Le lanceur Soyouz et le satellite Mitop-A sont retournés dans le bâtiment d'assemblage. Une nouvelle date sera annoncée plus tard par Starsem et l'ESA. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas notre rubrique agenda où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques ainsi que notre blog qui reprend toute l'actualité du site. Futura Science vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte et bonnes vacances sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.